Bienvenue, c'est le journal de la Méditerranée. Cette semaine, nous reviendrons sur l'accord signé par la Turquie et l'Union européenne. Le gouvernement turc s'est engagé à accueillir tous les migrants arrivant en Grèce en contrepartie d'une aide financière conséquente. Alors, que faut-il penser de cet accord ? Eh bien, nous nous interrogerons et nous poserons notamment la question à notre invité, spécialiste de l'islam, Gilles Kepel, commentera avec nous l'actualité du bassin méditerranéen. Nous prendrons également le large pour rejoindre le port de Sète où les plus beaux gréements se sont donné rendez-vous. Impossible de ne pas commencer ce magazine sans évoquer ce nouvel attentat meurtrier perpétré en Belgique. Cette fois-ci, c'est le cœur de Bruxelles qui a été pris pour cible. Le lien est formellement établi entre les commandos djihadistes des attentats de Paris et les auteurs de ces dernières attaques. Attaques dans le métro et dans l'aéroport de la ville. Voilà qui relance le débat sur la sécurité dans les aéroports. Celui de Ben Gourion à Tel Aviv, en Israël, a pris le sujet à bras-le-corps. Depuis de nombreuses années, des mesures d'hypersécurité sont en place. Franck Genozo, Jonah Messina, reportage. Israël est un pays où la sécurité est depuis longtemps érigée en priorité. Et son aéroport international ne fait pas exception. Les contrôles commencent même 3 km avant l'aérogare, avec ses premières barrières. Hello. Impossible d'en filmer les détails pour ne pas en révéler les secrets. Ce premier barrage de sécurité est en fait bardé de technologie. Il y a des caméras de vidéosurveillance, il y a des capteurs de reconnaissance de plaques minéralogiques et puis il y a aussi ce premier filtre humain, ces premières questions que l'on vous pose. Et si vous êtes jugé suspect par l'agent, eh bien on vous somme de vous mettre sur le côté pour un contrôle plus approfondi. L'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv est régulièrement classé aéroport le plus sûr du monde. Et pourtant, étonnamment, à l'entrée de l'aérogare, il n'y a pas de scanner à rayon X ni de contrôle systématique des bagages, car les Israéliens considèrent que la meilleure des sécurités, à l'extérieur comme à l'intérieur, ça reste le contrôle humain. Fondus au milieu des passagers, dans et à l'extérieur de l'aérogare, des dizaines d'agents en civil ou en tenue. L'observation, le renseignement, c'est là le secret de la réussite, affirme cet expert. Les Européens doivent mettre plus d'agents civils, des experts capables de détecter les comportements suspects. Le plus important, c'est l'homme derrière la machine, pas la technologie. Pas d'attaque majeure depuis les années 70 dans cet aéroport. Et ces Français ont pu constater la différence d'approche. Au niveau des check-in, ça prend beaucoup plus de temps. On sait que toutes les valises vont sans doute être contrôlées aujourd'hui. Quand moi je rentre ce soir à Londres, je sais qu'à Londres, je n'aurai pas le même contrôle, que ça sera sans doute beaucoup plus rapide et beaucoup moins contrôlé. Ouais. Quand on arrive avec notre voiture, ils ouvrent les voitures, ils checkent nos bagages. Donc ouais, non, effectivement, c'est clairement renforcé. Interrogatoire poussé, détecteur de mensonges si nécessaire et même avion équipé de systèmes antimissiles. Une sécurité également valable à l'entrée des gares, équipée de portiques et de scanners. Cela ne permet pas d'éviter toutes les attaques, disent les Israéliens, mais de limiter les risques et souvent les dégâts en cas de problème. Et force est de constater que ça marche. Alors pour nous accompagner cette semaine et réagir à cette douloureuse actualité, notre invité est un spécialiste de l'islam et du monde arabe contemporain, auteur de plusieurs ouvrages. Gilles Kepel, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Première question, votre réaction face aux attentats de Bruxelles ? C'est un peu l'aboutissement d'un cycle qui commence à Paris en janvier, qui continue en novembre et qui s'achève à Bruxelles. Ce qui montre l'interpénétration à la fois entre la France et la Belgique, mais aussi l'interpénétration entre les différentes régions d'origine. Vous avez à la fois des jeunes Belges d'origine marocaine, des jeunes Français d'origine algérienne, malienne, pour le cas de Koulibaly. Donc on voit bien que tout ça forme un ensemble, si vous voulez, le continuum d'une certaine manière entre les pays du Sud et du Nord de la Méditerranée dans cette affaire est démontré avec beaucoup de force. Et on le sait aussi, le terrorisme ne touche pas seulement l'Europe, il touche aussi le Maroc, il touche la Tunisie, où j'étais récemment. Oui, alors justement, Gilles Kepel, la Belgique, vous le disiez, la France, ce sont des pays, on le sait, pourvoyeurs de djihadistes pour l'organisation État islamique. C'est d'ailleurs le sujet de votre dernier ouvrage que j'ai entre les mains, intitulé « Terreur dans l'Hexagone, jeunesse du djihad française ». Comment en est-on arrivé là ? On en est arrivé là pour plusieurs raisons. Il y a d'abord la mouvance djihadiste internationale qui a abouti à un processus qui fait qu'elle a choisi l'Europe comme cible principale. Et puis, on a aussi des choses qui sont liées plus spécifiquement à la situation de l'islam et des populations d'origine musulmane en France, en Belgique et en Europe.
Alors pour ce qui est de la mouvance internationale, on a 3 phases, si vous voulez, du djihadisme. La première qui va de l'Afghanistan en 79 à 97, c'est-à-dire en Algérie par exemple, les massacres de Ben Talha et de Raïs, dans lequel, après une phase, disons, ascendante ou victorieuse, l'armée rouge se retire de Kaboul en 1989. Néanmoins, ces djihadistes qui sont partie prenante de la guerre civile en Algérie dans les années 90 ne réussissent pas à mobiliser la population et en 97, finalement, ils massacrent tout le monde. Tous ceux qui ne sont pas avec eux sont soit des kuffars, des mécréants, soit des mortadines, c'est-à-dire des apostats. Et ils vont finir complètement isolés. C'est intéressant de remarquer ça parce qu'il y a des choses qui sont semblables qui se passent aujourd'hui. Deuxième phase, Al-Qaïda, Ben Laden, Zawahiri, qui se disent pourquoi est-ce que ça n'a pas marché cette première phase? Eh bien parce que les gens ont eu peur. Ils ont eu peur parce que derrière les dirigeants des États du Sud, il y a l'Amérique. Donc on va taper l'Amérique. C'est le 11 septembre pour montrer que l'Amérique, la tête de la mécréance, comme ils l'appellent, est un colosse aux pieds d'argile. Mais ils n'arrivent pas non plus à mobiliser. Ils vont essayer de transformer l'Irak sous invasion américaine en une sorte de Vietnam. Ça ne marche pas parce que les djihadistes deviennent les otages du conflit entre chiites et sunnites dans ce pays. Et cette troisième phase, elle commence en 2005 avec la publication en ligne d'un bouquin d'un ingénieur syrien qui s'appelle « Appel à la résistance islamique mondiale » Da'wa ila al-Muqawama al-Islami al-Alami en arabe, qui dit que c'est l'Europe qui doit être la cible et que les jeunes musulmans européens, vous savez que l'Europe compte une quinzaine de millions aujourd'hui de personnes originaires d'Afrique du Nord par exemple, ce sont eux qui vont être les soldats de ce djihad international, qui vont cibler des apostats entre guillemets, c'est-à-dire des musulmans qui ne suivent pas leur ligne, des islamophobes entre guillemets, par exemple les journalistes de Charlie Hebdo, et des juifs sans guillemets. La première, parce que toujours soupçonnée d'être liée à Israël, sioniste, etc. Et la première de ces attaques, c'est l'affaire Mera, qui a un peu plus de 4 ans, le 19 mars 2012, un jour qui d'ailleurs coïncide d'une manière stupéfiante avec le 50e anniversaire de la mise en œuvre du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie, le 19 mars 62. Oui, tout à fait, qui a d'ailleurs été le point de départ ensuite d'une série d'attentats. On va y revenir. Gilles Kepel, vous restez avec nous pour commenter l'actualité du bassin méditerranéen. Le groupe État islamique vient de frapper, on l'a dit, donc en Belgique, après la France, en novembre, après la Tunisie début mars. Et les attaques djihadistes meurtrières de Ben Guerdane ont là encore de lourdes conséquences économiques, en particulier sur le tourisme. Là aussi, la sécurité reste la principale préoccupation des autorités. Stéphanie Pérez et Jacques Dubaud sont partis à la rencontre de Français en vacances à Djerba, une île, vous allez le voir, sous haute surveillance. Sur les plages de Djerba, des vigiles qui scrutent l'horizon, surveillent les bateaux, les promeneurs et des transats qui restent vides. L'île apprend à vivre sous haute sécurité depuis les attentats de 2015 qui ont visé des touristes. Mais la destination ne fait plus recette. Alors, quand il a appris l'attaque à une centaine de kilomètres d'ici, le responsable du tourisme a un peu accusé le coup. Première mesure, le renforcement des points de contrôle. Ça, c'est notre checkpoint aussi. C'est un grand rond-point qui a toujours un contrôle 24 sur 24. Ils existaient avant, mais il y a encore plus de checkpoints. Il y a aussi des voitures pour la sécurité qui circulent aussi, des brigades mobiles. Même vigilance à l'entrée des hôtels, où chaque voiture est strictement contrôlée. Nous sommes dans l'un des grands complexes de Djerba, formule tout compris, 700 lits. C'est le début de la haute saison. Mais il n'y a qu'une centaine de clients. Ceux qui s'amusent malgré tout n'ont pas eu l'intention de faire leurs valises quand ils ont appris l'attaque, non loin d'ici. On réfléchit bien sûr, mais je me dis, on est dans un hôtel, je me sens en sécurité, et puis je vois qu'il y a une sécurité maximale. Dans une petite pièce près de la réception, un employé scrute 24 heures sur 24 les images des 32 caméras de vidéosurveillance installées l'année dernière. Ça, c'est le parking. On voit les voitures qui entrent dans l'hôtel. La priorité pour les hôteliers, c'est de redonner confiance aux clients. Les réservations pour la saison tardent à venir. Seulement 10 chambres réservées pour Pâques au lieu de 160 habituellement. C'est lent à démarrer. Nous comptons beaucoup sur les clients français principalement, puisque les Anglais et les Belges ne vont pas venir cette année. Alors Gilles Kepel, vous étiez en Tunisie justement il y a quelques jours. L'ambiance est-elle pesante ?
Dans le nord, à Tunis, on ne s'en rend pas compte à ce point-là, mais effectivement, je me trouvais en Tunisie entre le franchissement de la frontière par des éléments armés de Daesh qui ont été neutralisés ensuite, et puis l'investissement de Ben Gardan par des éléments de Daesh qui, eux, étaient en Tunisie et qui ont investi le commissariat, qui sont allés tuer des responsables de la sécurité chez eux pour essayer de sidérer la population. Alors, le défi, bien sûr, pour la Tunisie, c'est qu'il y a du côté libyen de la frontière des camps d'entraînement, notamment à Sabrata, la ville antique qui est à 70 km de la frontière, qui est tout près, où des djihadistes tunisiens sont entraînés. Certains étaient jusqu'alors réexpédiés vers la Syrie ensuite, mais le passage vers la Syrie est aujourd'hui très difficile parce que la frontière turco-syrienne est coupée à cause des combats entre les Turcs et les Kurdes, donc il est très difficile de passer chez Daesh, et on voit que certains d'entre eux sont désormais réexpédiés vers la Tunisie avec la volonté de créer dans le sud de la Tunisie, qui vit en grande partie de la contrebande avec la Libye, des poches de dissidence. Oui, alors justement, on le sait, Daesh fait son nid en Libye. Faut-il s'en inquiéter ? Bien sûr, la question se pose de savoir si, dans la mesure où aujourd'hui Daesh, le territoire du califat, si je puis dire, en Syrie et en Irak est sous pression. On voit que l'armée syrienne de Bachar el-Assad est aux portes de Palmyre, aurait donc déjà commencé la reconquête de Palmyre. Il y a une très forte pression dans la région de Mossoul aussi. Le territoire de Daesh se réduit, il y a énormément de pression militaire sur les gens qui sont là-bas. Et bien sûr, les groupes qui étaient en direction de la Syrie sont, semble-t-il, en train d'être redirigés vers la Libye où il y a des centaines de milliers de personnes qui potentiellement peuvent s'embarquer pour partir comme réfugiés vers l'Italie, vers des pays de l'Union européenne. Et on l'a bien vu, par exemple, dans le cas des 2 Irakiens du Stade de France, parmi les flux de réfugiés peuvent se dissimuler des djihadistes. Bien sûr. Alors justement, on parle des réfugiés, on parle des migrants. Il y a quelques jours, le Premier ministre turc a signé un accord avec les 28 pays de l'Union européenne, accord qui engage son pays à accueillir tous les migrants arrivant en Grèce. En échange, la Turquie va recevoir une aide financière. L'Allemagne plaidait pour cet engagement. Anne-Gaëlle Matowski nous en dit plus. C'est la Benjamine du camp d'Idomini. Zénab est née il y a 10 jours dans un hôpital grec, mais cela ne lui confère pas la nationalité. Avec ses parents syriens, en vertu de l'accord conclu, elle pourrait, comme beaucoup d'autres, être envoyée en Turquie en attendant qu'un pays européen lui reconnaisse ou non le statut de réfugié. Repasser la frontière dans l'autre sens, beaucoup ici s'y refusent. Moi je suis un être humain, je ne suis pas un quota, je m'appelle Eli, je ne suis pas migrant numéro 1 ou numéro 2. Avec tout ce qu'on paye aux passeurs, il est hors de question de faire demi-tour et de repartir en Turquie. Un peu plus tôt, alors qu'à Bruxelles, Européens et Turcs tardent à trouver un accord, le ministre de l'Intérieur grec visite le camp et lâche cette phrase provocatrice. Je n'hésite pas à dire qu'Idomeni est le Dachau des temps modernes, le résultat de la logique des frontières fermées. Enfin, un accord est trouvé, la Turquie accueillera tous les migrants demandeurs d'asile ou non, et c'est à partir de la Turquie que les dossiers seront étudiés. Alors que déjà l'ONU dénonce un risque d'expulsion collective, l'Union européenne veut rassurer. Cet accord respecte le principe de non-refoulement et exclut toute forme d'expulsion collective. De son côté, la Turquie voit ses aides passer à 6 milliards d'euros, mais surtout, elle redore son blason sur la scène internationale. Nous sommes d'accord qu'aujourd'hui, notre relation n'est pas une simple relation de gestion de crise, mais une union dans une même vision qui doit permettre davantage de coopération stratégique entre l'Europe et la Turquie. Mais pour cette spécialiste, la Turquie ne sera jamais une terre d'avenir pour les migrants. La plupart de ces gens en Turquie n'auront aucun statut, aucune possibilité d'avoir l'asile, ni le droit de travailler. Ankara n'a jamais ratifié l'élargissement de la Convention de Genève. Selon le droit turc, le statut de réfugié demeure réservé aux seuls Européens, quelles que soient les réalités du monde. Gilles Kepel, j'aimerais bien avoir votre regard sur cet accord. Comment le percevez-vous ? C'est assez étonnant parce que c'est un signe de la faiblesse extraordinaire de l'Union européenne aujourd'hui qui finalement
fait un deal avec la Turquie, qui est une sorte d'État janissaire à ses portes, qui est chargé de filtrer les migrants en échange d'une énorme compensation financière, ce qui est déjà tout à fait curieux. Et puis d'autre part, on se demande comment ça va être mis en œuvre. Est-ce que les migrants qui sont en Grèce aujourd'hui, qui sont coincés parce qu'ils ne peuvent pas passer la frontière autrichienne, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment va-t-on les renvoyer en Turquie? On va utiliser la police grecque, on va demander à des contingents turcs de venir, on va utiliser Frontex. Tout ça, bien sûr, ça laisse des zones de doute et d'ombre qui sont particulièrement préoccupantes et qui, bien sûr, posent un problème énorme pour la Grèce. La Grèce qui sort à peine de sa crise économique et qui, aujourd'hui, se trouve confrontée à la présence de centaines de milliers de personnes réfugiées de Syrie sur son sol et sans avoir les moyens, bien sûr, de leur trouver des emplois. Selon vous, l'Europe, face à cette crise migratoire conséquente, est-elle à la hauteur? Non, elle est d'ailleurs dans un défi absolument extraordinaire. C'est sans doute la pire menace d'implosion de l'Europe depuis sa création. C'est même plus grave que tous les enjeux financiers, que la crise financière. Et quand vous avez des décisions de Bruxelles qui ne sont plus appliquées par un certain nombre d'États qui considèrent que leurs intérêts propres priment sur les intérêts de l'Union, quand l'Allemagne et l'Autriche sont aux antipodes, par exemple, sur la question des migrants, bien sûr, ça pose des problèmes de gouvernance européenne majeurs et c'est une crise fondamentale que les terrorismes, d'un côté, et la question des réfugiés font peser sur l'Union. Et tout ça, ça pose la question de la relation de l'Europe avec son voisinage sud-méditerranéen qu'il faut aujourd'hui complètement repenser. Et Gilles Kepel, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Voilà, et je rappelle la sortie donc de votre dernier ouvrage, Terreur dans l'Hexagone, jeunesse du djihad français aux éditions Gallimard. Et si vous souhaitez revoir cet entretien ou ce magazine dans son intégralité, vous pouvez vous rendre sur la page Le Journal de la Méditerranée sur Facebook. 54 ans après la fin des hostilités, la guerre d'Algérie enflamme encore et toujours les débats. La décision de François Hollande de participer à la Journée nationale du souvenir Algérie, Maroc, Tunisie le 19 mars a provoqué une levée de boucliers, en particulier chez les harkis et les rapatriés. Pour les associations, en effet, le 19 mars ne marque pas la fin de la guerre, mais le début d'un long cauchemar. Plusieurs harkis se sont réunis devant le mémorial du camp de Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales, pour dénoncer leur abandon par la France. Stéphanie Larion et Marie Perrin reviennent sur cette polémique. On a été victime d'une discrimination qui est caractérisée et qui est constituée, et que les harkis, on leur a volé leurs droits au titre de rapatriés. Nous ne sommes pas des rapatriés, nous sommes des expatriés. C'est dans un lieu hautement symbolique qu'ils sont venus crier leur colère, dans les ruines du camp de Rivesaltes, ici même où des milliers d'entre eux furent parqués en arrivant d'Algérie en 1962. Des harkis qui ont pris comme une insulte la décision du chef de l'État de faire du 19 mars la journée nationale du souvenir en mémoire des victimes de la guerre d'Algérie. Aujourd'hui que je viens, je regardais comme ça, je pleurais. La misère a commencé pour nous à partir du 19 mars. Donc pour les anciens combattants, peut-être pas aussi une date qui compte, mais pour nous, c'est une date où tout allait mal. C'est la première fois qu'un président français choisit de célébrer le 19 mars en référence au cessez-le-feu décrété en Algérie le 19 mars 1962, au lendemain de la signature des accords d'Évian. Une date qui fait débat depuis longtemps, car pour les harkis et tous les rapatriés, elle marque surtout le début d'un nouveau cauchemar, le temps des règlements de compte et des massacres de harkis et de pieds noirs. Le feu n'a pas cessé. On a continué à tuer des gens, à en égorger jusqu'à la fin. Je suis en rage contre ça, oui. La peur. Peur du meurtre, peur d'un enlèvement. Ils seront 1 million contraints de fuir l'Algérie. Sans interruption, la navette à travers la Méditerranée. 92 000 rapatriés en 12 jours. Alors, face à la polémique, dans son discours prononcé quai Branly à Paris, devant le monument en hommage aux victimes de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, François Hollande a tenté de trouver la synthèse. Le 19 mars 1962, ce n'était pas encore la paix. C'était le début de la sortie de la guerre, dont l'histoire nous apprend qu'elle est bien souvent la source de violence. Néanmoins, le 19 mars, c'est ce qui annonce la fin du conflit. Et c'est pourquoi
Ce sont les mémoires de toutes les victimes qui sont reconnues. En son temps, et pour apaiser les tensions, Jacques Chirac avait choisi une autre date, le 5 décembre. Elle était volontairement neutre et faisait consensus. La semaine dernière, nous évoquions ici même les conséquences économiques toujours très lourdes des intempéries qui ont balayé le sud de la France en octobre dernier. Le plus grand parc marin d'attractions d'Europe situé à Antibes avait subi d'importants dégâts et perdu une cinquantaine d'animaux. Le Marineland a finalement rouvert ses portes il y a quelques jours avec une toute autre philosophie, semble-t-il. Fini l'approche spectaculaire, celle-ci se veut désormais plus didactique. Hugues Nicolas, Didier Beaumont. Le cauchemar du 4 octobre 2015 est terminé. Tiens, soulève ta grille là. Ce jour-là, une vague de boue déferle sur Marineland. Certains enclos sont dévastés. Une cinquantaine de poissons et 4 tortues comme celle-ci mourront de la pollution. Calme. Depuis octobre, le parc a investi plusieurs millions d'euros pour se remettre en ordre de marche. Nos stations de filtration ont été vraiment touchées. Donc nous avons installé des pompes qui fonctionnent carrément sous l'eau. Donc si ça nous arrive une prochaine fois, on sera équipé. Les 4000 premiers visiteurs découvrent aussi les nouveaux spectacles. On considère un petit peu les animaux que nous avons ici comme les ambassadeurs de leurs congénères qui sont en milieu sauvage, en milieu naturel. Le but n'est plus de demander aux animaux de faire des numéros, mais plutôt d'illustrer les comportements de l'espèce. Les orques glissent sur la banquise, comme ça, pour attraper un phoque. La captivité des grands mammifères marins fait débat. De nombreuses associations dénoncent les conditions de vie des orques et des dauphins. Ce changement de philosophie, ce recours à la pédagogie à Marineland, est destiné à redonner une légitimité au parc. Il est évident qu'il y a des attentes de notre public, à travers le monde entier, à vrai dire, où quitte à vivre une expérience, on veut faire en sorte d'en retirer quelque chose. Ces arguments ne suffiront pas à désarmer les opposants. Marineland, nouvelle version, espère cependant rester une des destinations phares de la Côte d'Azur cet été. Oui, ces évolutions ne devraient pas émouvoir 3 associations. Elles ont déposé fin décembre une plainte auprès du tribunal de grande instance de Grasse, débouchant récemment sur une enquête préliminaire. Elles évoquent des problèmes de peau des cétacés trop exposés au chlore ou encore des méthodes de dressage basées sur la faim. Des accusations rejetées en bloc par le parc. Allez, rejoignons la manifestation Escale à 7 dans l'Hérault où les plus beaux gréements se sont donné rendez-vous. Tous les 2 ans, la fête de la mer attire des visiteurs nombreux subjugués par la beauté de ces bateaux riches en histoire. En haute mer, ce sont des apparitions à couper le souffle. Une flotte exceptionnelle, réunie pour une escale hors du temps. Bord à bord, la réplique du galion de Magellan, le premier navire à avoir fait le tour du monde. Ce 3-mâts français, une goélette de pêche de 45 mètres, presque centenaire. Tout comme ce morutier, le Santa Maria Manuela, 68 mètres de long, 1000 mètres carrés de voile. Un vaisseau portugais d'exception venu tout droit de Barcelone, avec son petit orchestre, ses danseurs et ses passagers. Aujourd'hui, on vient de vivre un rêve sur la mer. C'est incroyable. Voilà, c'est juste que du bonheur. Quelques minutes de parade avant de replier les voiles. Pour ce navire hors norme, faire escale à 7 est une manœuvre à haut risque, supervisée par l'un des pilotes maritimes du port. Là, on a affaire à un voilier qui est historique. Ce ne sont pas des navires qui sont habitués à la manœuvre. Ce sont des navires qui ont été taillés pour le large, le grand large même. Et là, on a affaire à une manœuvre dans un port où il y a beaucoup de navires autour. Et il faut faire ça prudemment. Les arrivées, c'est une longue procession que des centaines d'amateurs sont venus admirer. Parmi les embarcations, ce bateau pirate, plus vrai que nature. Et voici le clou du spectacle. Le Darmodidzai, l'un des plus grands voiliers du monde. 109 mètres de long, 62 mètres de haut, 3000 mètres carrés de voile. À bord de ce navire-école, une soixantaine de matelots polonais au perché pour un amarrage à grand spectacle. Et pour tous les visiteurs de ce géant des mers,
Dès la première seconde à bord, la même sensation de vertige. Moi, je fais de la voile, j'ai un voilier, je suis à côté de la plaque là. Au total, plus de 250 000 personnes sont attendues pour ces festivités exceptionnelles qui marquent aussi le 350e anniversaire du port de Sète. Et pour plus de renseignements, ce site internet www.escaleas7.com, il s'affiche au bas de l'écran. L'image de la semaine nous conduit en Camargue pour assister à une autre parade nuptiale. Cette fois-ci, celle des Flamants Roses. Chaque année, entre novembre et avril, 2000 célibataires se donnent rendez-vous ici avec un objectif, trouver un partenaire. Tous sortent alors le grand jeu devant des photographes nombreux à venir immortaliser ce club de rencontres unique en Europe. À la semaine prochaine.